Vidéo numéro 136. Rien ne se perd, rien ne se crée. Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui développe un point de vue inhabituel, à la fois sur le monde et sur ce phénomène étrange qu'est la vie. Commençons par un principe simple, développé depuis l'Antiquité, par Anaxagore de Clazomène, pour qui le cosmos serait formé de substances diverses qui n'auraient ni naissance ni fin, mais s'agencerait seulement par combinaison et séparation, et repris par Lavoisier à propos des transformations chimiques sous la forme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pourquoi cette idée de permanence qu'on retrouve dans le concept d'univers stationnaire, longtemps majoritaire avant l'invention du modèle du Big Bang? Pour comprendre cela, il suffit d'essayer le point de vue inverse. Avant le Big Bang, on attribuait l'apparition du monde à un créateur. Mais la question est alors, qui a créé le créateur? Et après le Big Bang, on se pose la question de ce qu'il y avait avant. Le modèle plus récent des rebonds infinis revient à supprimer l'idée de création, et on se demande alors quelle est la pertinence de ce modèle vibratoire à l'échelle cosmique comparé à un modèle stationnaire plus calme. La même question s'est posée pour l'apparition de la vie. À un certain moment, la détection de molécules prébiotiques d'origine extraterrestre a conduit à la théorie de la panspermie, développée notamment par Francis Crick. Mais la question restait l'initialisation du processus, qu'il ait eu lieu chez nous ou ailleurs, et comment différencier clairement le prébiotique du vivant. En résumé, que ce soit pour la vie ou la matière, la considération d'un instant initial pour expliquer la situation présente par le résultat d'une évolution ne résout rien. C'est particulièrement net pour le modèle du Big Bang, que les observations du JWST vont peut-être nous obliger à remettre en question, comme le rappelle Jean-Marc Bonnet-Bidot dans la vidéo récente diffusée sur la chaîne Questions de science. Il y est question de galaxies trop mûres, visibles quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Mais si c'était le seul problème, on pourrait s'en tirer, en repoussant l'instant initial de quelques milliards d'années. Un problème beaucoup plus grave, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo numéro 47, Petite histoire du grand boom, est le caractère complètement surréaliste de l'inflation cosmique, qui pose la question de l'origine et de la destination de l'énergie cinétique gigantesque nécessaire pour déplacer même d'un dixième de nanomètre la masse totale de l'univers en moins de 10 puissance moins 33 secondes. Si on garde la définition actuelle de l'énergie cinétique, on arrive à un chiffre plus d'un milliard de milliards de milliards de fois supérieur à celle associée au bruit de fond cosmologique. D'où viendrait donc cette énergie et où serait-elle partie? L'hypothèse la plus économique est finalement que la matière et l'énergie ont toujours été là, remplissant un espace probablement illimité, ce qui évite aussi de se poser la question du bord. Dans ce contexte, il n'y a plus de problème de synthèse des éléments lourds, qui se répartiraient dans le cosmos dans des proportions correspondant à la probabilité de leur apparition par regroupement aléatoire d'électrons et de protons voyageurs, lesquels existeraient depuis toujours. Quant à la vie, dont l'apparition semble correspondre aussi à une énergie inexplicable, elle n'aurait peut-être pas eu de début non plus, puisque les éléments chimiques nécessaires à son apparition existeraient depuis toujours. Elle ne serait que l'une des innombrables façons qu'a la matière de s'organiser, parmi d'autres beaucoup plus probables, et rendue possible par les dimensions gigantesques, sinon infinies, du cosmos comparé à la taille de l'atome.